Donc bonsoir à tous, merci d'être là. Donc ça fait un petit moment qu'on s'était dit qu'en organisant le jury des conférences et ce genre de choses, qu'en fait il y avait pas mal de choses que les gens ne savaient pas. On cherche toujours des speakers. Ils hésitent à présenter des talks pour les conférences, pour les meet-up. Donc on s'est dit qu'on voulait un peu dédramatiser la chose parce qu'on s'est rendu compte dans les jurys qu'en fait c'était pas si compliqué que ça et souvent finalement les gens manquaient d'informations ou de mentoring ou ce genre de choses. Donc du coup, on a décidé d'organiser cette petite soirée. Donc c'est Samir du GDG, Arnaud Boss du JUG et moi qui m'occupe du MTG qui avons décidé d'organiser ça, vu qu'on fait aussi partie de l'organisation du DevFest, que Sylvain vous présentera après, et de Cloud Toulouse. Non, enfin oui, bon bref, vous verrez. C'est que finalement, c'est assez simple à Toulouse, c'est juste une grande famille en fait. Donc je vais laisser la parole à qui c'est qui commence. C'est Paul qui va démarrer, vu que on va vous présenter les 4 conférences en fait toulousaines qu'on représente un peu ce soir, leur format, ils vont vous raconter un peu leur histoire et comment elles trouvent des speakers en fait, pour essayer de vous expliquer comment devenir vous-même. Et après, je passerai la parole à Sylvain qui vous fera une présentation sur en tant que responsable du jury du DevFest sur comment ça se passe pour nous, et Virginie ensuite qui interviewera d'autres speakers et qui répondront avec plaisir à toutes vos questions pour que vous puissiez vous aussi franchir le pas un jour. Et juste après ça, il y aura un petit événement comme d'habitude pour ceux qui connaissent. Vous irez au fond de la salle, il y aura des choses à grignoter, il y aura des boissons, il y a de l'alcool, du sans-alcool, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, ce sera le moment pour vous de discuter entre vous, discuter aussi avec ceux qui ont déjà été speakers. Si vous avez envie d'être speaker, discuter avec ceux qui ont déjà été speakers. Ils auront un badge. Exactement, on a prévu une petite animation autour de badge, donc pour que chaque speaker puisse écrire moi je participe au DevFest. Si vous, ça vous intéresse de participer au DevFest, pouvoir discuter avec cette personne, savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a inscrit au CFP, vous verrez tous ces acronymes un peu plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un moment fait pour discuter, échanger, et grignoter et boire. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Paul, donc je suis co-organisateur de Cloud Toulouse. Cloud Toulouse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que des gens connaissent? Levez la main. Ok, moitié de la salle, on dirait. Cloud Toulouse, c'est tout simplement une conférence sur les thèmes orientés cloud. Donc, c'est des thèmes cloud, il y en a beaucoup, vous le savez. On va parler d'infra, de sécurité, des thèmes aussi à la mode, l'IA, la data, d'observabilité, de monitoring, de souveraineté et de tout ce qui peut aussi se rapprocher à du DevOps, donc DevSecOps, GitOps et également tout ce qui va être FinOps, CleanOps, bref, tous les acronymes que vous pouvez connaître. Tous les Ops, exactement. Cette année, on organise la seconde édition. En 2025, on prévoit à peu près 250 participants. On est très contents puisque l'année dernière, c'était notre première édition qui a bien fonctionné et donc on est 7 à gérer cette petite conférence. La prochaine, donc, c'est le 15 mai prochain. Ça arrive très vite. Vous avez un petit QR code ici pour voir le programme et la billetterie si ça vous intéresse. Il reste encore quelques places. Et comme il y a une conférence qui arrive, ça veut dire qu'on a recruté des speakers et que des speakers ont proposé des talks. Pour proposer, on a eu cette année en fait 96 propositions de 69 speakers différents. On est très contents. On a eu vraiment beaucoup de choses très variées, très complètes et plein de beaux sujets. Comment ça se trame cette année? On aura en fait 4 workshops pendant la matinée et 18 talks l'après-midi sur 3 tracks. Donc, on aura 3 salles en parallèle. Les gens pourront choisir les talks de leur choix sur 2 formats. Donc, on a des conférences et des quickies, 45 et 15 minutes. Pour vous donner, donc, vous aurez plein d'infos après sur les CFP, sur comment ça fonctionne, comment bien écrire des propositions et tout ça. Pour vous faire un tout petit retour sur nous, à Cloud Toulouse, on a globalement 20% des talks à peu près qui sont envoyés, qui ont été proposés, qui sont sélectionnés. Et donc, les speakers finissent sur scène à la fin. Donc, si vous proposez, vous avez quand même de grandes chances d'être pris. 20%, c'est quand même pas mal. Également, on a 72% des speakers qui seront sur scène, qui viennent de la région toulousaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré localement. Donc, on est assez content de ça aussi. Et une dernière stat, c'est qu'on a à peu près 20% des speakers qui seront primo speakers, c'est-à-dire qui n'ont jamais parlé auparavant. Donc, si vous êtes, si vous n'avez jamais parlé en conférence, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Et vous avez toutes vos chances, et encore plus ce soir avec tout ce qu'on va pouvoir vous dire. Voilà pour Cloud Toulouse. Donc, n'hésitez pas, vous avez le QR code ici, et on vous attend donc le jeudi 15 mai, donc c'est dans à peu près 2 semaines, pour ceux qui nous rejoindront là-bas. Et bonne soirée à tous. Merci.
Donc nous de notre côté, l'AG Tour 12, donc nous c'est le 12 et 13 juin. Cette année, on va prendre toute une thématique autour de l'expérimentation. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'idée des Falcon, l'idée est un peu de partager entre guillemets les échecs ou les expérimentations qu'on a fait pour voir qu'est-ce qui marchait mieux. Et au niveau de CFP, en fait, nous, on n'en a pas. On n'a pas de call for speaker, on n'a pas de call for paper. On fonctionne à ce qu'on appelle en forum ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, la matinée même, l'ensemble des participants propose des sujets, les dispose sur l'agenda et en fait, c'est le public présent qui eux-mêmes vont choisir ce qu'ils veulent voir, les sujets de conversation et qui vont un peu sélectionner cet agenda. Donc, que vous soyez quelqu'un qui a peu l'habitude ou très l'habitude de présenter des sujets, vous avez tout autant votre place que n'importe qui d'autre et c'est vraiment l'ensemble des participants qui créent sur la journée et qui même créent pendant la journée. Des fois, il y a des ateliers ou des sujets qui vont être remontés, qui inspirent certaines personnes. Ils disent, bah tiens, j'ai vu ça à 10h, moi j'ai envie de parler ça à 14h et ils ajoutent sur l'agenda au cours de la journée. Il nous reste encore des places, donc si vous voulez voir un peu, alors pas le programme, mais voir la billetterie ou voir peut-être des talks qu'on avait eu les années précédentes, n'hésitez pas à passer sur le site. J'essaie de Jamila présenter un peu plus l'inso en général. Plus que ça, non. Juste que l'événement, en fait, c'est un événement qui a lieu depuis 16 ans. Je parle sous contrôle de monsieur Cazot, qui est un des membres fondateurs. On est en format forum ouvert depuis, c'est la 4e année consécutive. Pour autant, chaque année, on remet en cause le fait de fonctionner en CFP ou non. Donc, c'est l'occasion de venir expérimenter, aussi de se lancer en tant que primo participant. Donc si vous avez des envies de vous lancer, c'est vraiment le lieu. C'est une conférence orientée développeur. Alors moi, j'y suis que depuis 2 ans, donc je vais pas pouvoir vous faire les archives. Il y en a d'autres dans la salle qui pourraient le faire beaucoup mieux que moi, donc je vais pas dire de bêtises. Il y a eu une pause, ça a été relancé en 2023, donc vous devez tous connaître en fait. Je vais pas forcément. Il y en a qui connaissent pas. Je fais l'inverse. Ouais, c'est ça. On va aller plus vite. Alors, 1100 participants. On refait une édition cette année qui tombe le 13 novembre. Alors, on est en plein CFP. Il a ouvert début du mois. Ouais, 7 avril. Voilà. Et merci président. Et du coup, il court jusqu'au 1er juin. Donc, on vous a donné le lien. C'est Sylvain qui va vous expliquer comment ça se passe. Et vous verrez que là aussi, au niveau des stats, en fait, il vous en parlera mieux que moi. Je vais pas gâcher le plaisir. Voilà, on est ouvert aux primo speakers. Il y a un biais positif aux speakers locaux, c'est clair. Donc, il faut surtout pas hésiter. On prend des candidatures locales avec grand plaisir. Pas de syndrome de l'imposteur chez nous. Capitole du Libre, c'est un événement annuel qu'on fait depuis 2016. Non, je sais plus. 2009. Qui est organisé par l'asso Tout Libre. C'est un événement qui est libre et gratuit et qui est sur la thématique du logiciel libre. Donc vous avez plein de formats, vous avez des conférences d'1 heure, des conférences de 30 minutes, vous avez des ateliers. Donc ça, c'est ce que cette année Cloud Toulouse a aussi s'est mis aussi au format atelier le matin. Qu'on essaye de rassembler en thématique. On couvre vraiment un spectre assez large. On a vraiment un public très hétéroclite. Donc le fait que ce soit libre et gratuit, il y a aussi des curieux qui viennent. Donc on a des gens qui viennent complètement découvrir le logiciel libre et on a des développeurs de noyau Linux. Donc on a différentes tracks et les gens se croisent aussi. Mais voilà, on couvre un spectre assez large. Et c'est un événement communautaire, donc on a aussi un village associatif où on recoupe pas mal d'associations du libre, donc April, Framasoft, je vais en oublier si je me lance. Donc et il y a des distributions Debian-Ella, Fedora. Enfin voilà, vous allez retrouver pas mal d'acteurs de l'écosystème du libre. L'appel à participation du coup est ouvert. On n'a pas encore communiqué sur le fait qu'il était ouvert parce qu'il est ouvert que depuis la semaine dernière. On est en train de discuter. Normalement, ça sera ouvert jusqu'au 15 juillet. On a pas mal décalé par rapport aux années précédentes. On le laissait ouvert jusque très tard. Et du coup, les speakers attendaient très tardivement pour prendre leurs billets, etc. Du coup, on essaie de ramener ça un peu plus tôt. Et l'événement accueille pas mal de primo speakers aussi. J'ai quelques chiffres. Du coup, on est
111 conférences. Je me souviens plus du nombre de propositions l'année dernière, mais on était sur 200 propositions, donc toutes catégories confondues, donc conférences, ateliers. Donc on est quand même assez ouvert sur les propositions. Elles sont pas, on n'est pas très très dur du moment que ça parle de logiciels libres et que votre proposition a fait un minimum d'efforts. Normalement, si on a de la place, on vous prend généreusement. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. Donc, il y a quand même 1200 personnes. Donc, c'est l'occasion quand même de voir du monde et de discuter logiciel libre. Il y a une grosse partie bénévole aussi. On a pas mal de choses sur la captation vidéo, etc. On repose énormément sur l'écosystème de bénévoles, notamment les étudiants de l'ANSET. Voilà, donc n'hésitez pas, capitallibre.org, vous en aurez plus d'infos sur l'événement et le CFP ouvert. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. À la fin, je serai là. Merci. Les statistiques. Alors, DevFest Toulouse, l'année dernière, on a eu 311 propositions d'intervention. L'année d'avant, on était plutôt aux alentours de 400, sachant qu'on a en gros une cinquantaine de slots. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, vous avez, il y en a 85% qui sont rejetés, mais il y en a quand même 15% qui sont retenus. Ça veut dire que si vous faites une proposition, vous avez une chance sur, ça fait combien? 1, 6 d'être sélectionné. Donc, c'est grosse sélection, mais on peut passer quand même. On a 2 témoins. Enfin, elle est partie, mais bon, elle va revenir. Donc on a des candidatures internationales. Alors, on dit qu'on est ouvert à l'international. En pratique, les gens qui nous proposent des trucs en anglais sont souvent des gens qui spamment les CFP avec du truc inintéressant en fait. Donc ils passent pas quoi. Voilà. Donc l'année dernière, on avait que des Français. Ça pourrait peut-être changer l'année prochaine avec ton collègue de Chiffrog. Là. Bon, on verra. On a, comme disait Thomas, des candidatures de Toulousains. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on est Toulousain, finalement, on a beaucoup plus de chances d'être sélectionné parce qu'on donne un petit coup de pouce. Voilà, il faut quand même encourager l'écosystème local. On a des speakers qui viennent, qui sont des gens qui font des roadshows toute l'année, qui c'est leur métier, et aussi des gens qui sont des locaux et des primo speakers. Donc, faut pas être impressionné. Les sociétés, on s'en fiche un petit peu quoi. Voilà. Si, il y a des sociétés. Si c'était, alors pas cette année, mais l'année dernière, on ouvre le CFP. 15 propositions de chez Zenica. Dans les 12 heures qui suivent, quoi. Ça c'est. Donc là, on se dit waouh, ça va quoi ça. Bon. Alors après, on essaye aussi nous au niveau de la sélection d'équilibrer entre les entreprises, qui est pas une entreprise qui phagocyte toute la conférence, quoi. Donc le CFP est ouvert en général, on le laisse dans les 2 mois. Donc là, on l'a ouvert, comme disait Arnaud, le 7 avril et il fermera le 1er juin, qui est un dimanche à 23h59 et 59 secondes. Attention, après l'heure, c'est plus l'heure. L'année dernière, j'ai reçu des gens qui m'ont dit j'ai pas cliqué à la bonne heure, j'ai attendu 5 minutes de trop. Bah, tant pis. Voilà, c'est quand même ouvert pendant 2 mois, donc pendant 2 mois, on a le temps, quoi. Voilà. Donc le à l'arrache, faites-y attention. Voilà. Et puis maintenant, alors ce que je peux vous expliquer, c'est alors déjà le CFP de DevFest Toulouse. Comment on fait? C'est-à-dire que c'est un peu pareil pour toutes les conférences. Vous allez avoir un site web. Alors déjà, CFP veut dire Call for Paper. À l'origine, ça vient du monde académique. Les gens qui sont des chercheurs, ils proposent des papiers, des articles à des conférences scientifiques. Nous, c'est pas du tout du paper, c'est du slide. Qui c'est qui avait trouvé un truc pour le P qui était bien? Si, call for proposal, voilà. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui parlent de call for speaker. Nous, on va plutôt effectivement attendre des propositions de talk. Donc concrètement, c'est quoi une proposition? Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, il y a un titre évidemment, il y a une description. Alors là, vous voyez, on a mis un lien en dessous avec un lien vers un article que j'ai écrit sur le site du DevFest Toulouse qui vous explique comment bien écrire une proposition. Parce que si vous saviez le nombre de trucs, alors on en verra quelques-unes, où là on lit le truc, on se dit mais j'ai aucune idée de ce dont il va parler. Je sais pas ce qu'il dit. Voilà, donc ça passe à la trappe évidemment, sachant que nous, comité de sélection, on va pas aller à la pêche aux speakers en leur disant ton truc je sens quelque chose, mais c'est mal rédigé. Tu peux le revoir? Non.
c'est proposé, c'est proposé. Hein. Quand on a 300 ou plus propositions à regarder, on n'a pas le temps d'aller à la pêche pour demander à chacun d'améliorer sa proposition. Donc on reviendra sur cette description. DFS Toulouse, on propose deux formats. Donc la conférence, 45 minutes. Donc là, on a le temps. Hein. Par contre, il y a un peu plus de matière à préparer, mais c'est un format qui permet de développer pas mal sur un sujet. Et puis, on a le quickie de 15 minutes. Alors, on va souvent trouver les primo speakers dans les quickies. Malgré tout, c'est un exercice qui est difficile. 15 minutes, ça passe vite. Hein. Donc, faut se prendre un petit sujet qu'on peut brosser en 15 minutes. Souvent, ça va être apparenté à ce qu'on voit dans les conférences type Devox, les tools in action. C'est-à-dire que vous prenez un outil ou une petite techno que vous maîtrisez bien, que vous appréciez, et puis vous allez présenter en 15 minutes un petit cas d'usage, histoire de parcourir le truc et de donner envie, en fait. Hein. Je sais que c'était au Jug. Il est où, Arnaud? Ah, il est là. On avait fait ça à un moment et il y avait eu une présentation de SDKman. Tu te souviens de cet outil-là là? Quelqu'un qui nous présentait un outil qui lui permettait de gérer des packages, enfin des installations de différents outils sur son ordinateur. Ça avait duré 15 minutes. Cet outil-là, moi, je le connaissais comme ça, pas plus. Je l'avais jamais utilisé et simplement la démo de 15 minutes m'a donné envie de l'utiliser. Maintenant, j'utilise tous les jours. Voilà, donc ça peut sembler assez stupide comme présentation, mais en fait pas du tout. Quoi. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, on a la notion de track. Donc, en gros, c'est le thème. Alors, vous voyez, nous, on a, je crois, une dizaine de thèmes d'FS Toulouse qui sont tout ce qui est dev, avec un petit peu d'ops, mais pas autant que nos amis de Cloud Toulouse. Hein. Donc, on a les applications mobiles, cher à Kevin, voilà, qui travaille, il fait l'application mobile de TCO. Donc, si ça merde, vous savez à qui vous adressez. Hein, ça. Si c'est bien, vous pouvez dire merci. Hein, ça marche aussi. Hein, développeur expérience. Donc ça, c'est un sujet qu'on a introduit l'année dernière. Alors, c'est un sujet intéressant. Alors moi, mon boulot dans la journée, c'est je bosse chez Elastic, c'est dans l'équipe des SDK, les librairies clients, etc. Donc la développeur expérience, nous, on produit des outils pour les développeurs. Donc c'est un sujet intéressant parce qu'il y a toute une ingénierie associée à ça. Après, on a tout ce qui est front-end, UX, accessibilité, IA, machine learning, data. Alors, il y a un moment, c'était beaucoup data. Après, ça a été beaucoup machine learning. Maintenant, c'est beaucoup IA. Donc, si vous proposez un sujet IA, sachez que là, il y a beaucoup de concurrence. Hein. Voilà. Et ensuite, donc infra, DevOps, sécurité, c'est là qu'on empiète un petit peu sur nos amis de Cloud Tools, parce qu'il faut quand même en mettre un petit peu. Hein. Le DevOps, il est justement à cheval entre le Dev et les Ops. Internet des objets, système embarqué. Alors, on a à Toulouse beaucoup de gens qui travaillent dans l'embarqué, mais je sais pas, est-ce que c'est des gens qui vivent dans leur grotte ou quoi? On les voit pas en fait. Hein. Donc, on aimerait bien les voir plus souvent, quoi. Il y a plein de sujets super intéressants là-dessus. Langage de programmation. Alors, vous allez souvent me trouver là-dedans dans la rubrique Découvrons le langage Rust. Voilà, moi j'aime bien ça. Voilà. Ou si j'avais fait au Capital du Libre aussi découverte du langage Go. Enfin voilà, ça c'est des sujets que j'aime bien. Low code et no code. Ça c'est un sujet. On peut se dire qu'est-ce que ça vient faire dans une conférence sur le développeur. Bah en fait c'est quelque chose que les gens utilisent de plus en plus, même si c'est des développeurs aguerris. Pourquoi? Parce que ça fait gagner du temps, parce qu'il y a plein de modules qui sont prêts à l'emploi et finalement on se rend compte qu'il y a de plus en plus de projets où on a une combinaison de low code et de vrai code en fait. Donc c'est un sujet sur lequel les retours d'expérience sont en général très intéressants. Méthodes et outils de développement. On va empiéter un petit peu sur nos amis d'Agile Toulouse ici. Et puis moi une rubrique que j'adore aussi, c'est tech créative. Parce que on n'est pas que des développeurs qui faisons des formulaires barbants à longueur de journée. Les langages de programmation qu'on utilise, on peut aussi faire des trucs très rigolos avec. Donc moi là-dedans, je explique comment je fais clignoter des LED, comment je surveille les sangliers dans mon jardin, et des trucs comme ça. Quoi, voilà. Et puis autre sujet parce que c'est ouvert à tout. Quoi. Donc, voilà. Donc vous voyez, c'est des thèmes qui sont très vastes. On a fait cette liste-là, c'est évidemment non exhaustif hein, parce qu'il y a la partie autre sujet, mais c'est centré autour, on va dire, du développement en général. Hein. On va pas faire de l'infrastructure. Encore qu'il pourrait y avoir des sujets qui sont passionnants. L'année dernière, on avait Julien Brio qui est bénévole au Resto du Cœur et qui nous a expliqué comment il a monté les data centers de Resto du Cœur simplement avec des dons. Voilà. Et cette présentation est absolument fantastique. Les notes additionnelles. Alors, celles-là sont importantes
parce que vous faites votre sujet, vous préparez votre truc, et puis la description, c'est ce que vont voir les participants à la conférence. Nous, qui sommes derrière à évaluer les propositions, on va être intéressé par la description, mais on va vouloir aussi en savoir un petit peu plus. Alors, c'est un petit peu plus, c'est quoi? C'est en gros, comment vous comptez orienter la présentation? Est-ce que vous avez déjà une idée un peu du déroulé? Alors, faut surtout pas faire les slides si vous les avez pas déjà au moment où vous faites la proposition, hein. Les slides, vous les ferez au moment où vous serez accepté. Sinon, c'est potentiellement du travail qui est jeté. Mais au moment où vous faites la proposition, vous devez déjà avoir une idée en tête de ce dont vous voulez parler, de la façon dont ça va se dérouler. Donc, c'est là-dedans qu'on va décrire ça, un petit peu, voilà, les différentes étapes. Euh, Éventuellement, un peu le ton de la présentation, si vous avez une idée. Et puis, quand vous en avez, des références. C'est toujours intéressant. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des présentations qui plaisent à l'audience, hein, malgré tout. Voilà, il faut que les gens aient envie de venir, ils soient contents quand ils repartent chez eux. Donc, si vous avez des références, ça nous permet aussi de voir un petit peu quel est votre style, et comme ça, peut-être aussi de panacher entre différents styles de présentation, entre différents speakers. Et puis voilà. Donc, est-ce qu'on rentre dans le détail? Je vois rien avec ces lumières solaires là. Ça. Si on regarde, des questions déjà là-dessus là? Ah pardon, j'ai pas vu le niveau. Oui, t'as raison. Oui, oui. Donc en gros, voilà, c'est l'audience à laquelle vous vous adressez. Est-ce que c'est quelque chose vraiment débutant pour un public intermédiaire qui doit déjà connaître un petit peu la technologie ou le sujet dont vous voulez parler, ou avancé là? Est-ce que vous rentrez dans le hardcore? Donc là, on va trouver des gens comme Diti Plindou ou Fred Cabestre qui vont nous parler de programmation fonctionnelle. Et là, accrochez les ceintures, ça y va quoi. Mais c'est super intéressant malgré tout, quoi, hein. Ça c'est euh, des questions. Non? Ouais. Combien vous recevez d'abstract en général en moyenne? Là, je te dis, c'est en général dans les entre 3 et 400 en fait, hein. Et vous les lisez tous? Tout le monde ne lit pas tout, mais enfin moi typiquement je regarde tout. Ouais. Donc d'ailleurs on peut regarder les statistiques si on regarde sur les événements anciens. Tac tac, DFS Toulouse 2024. On va aller dans les évaluations. Voilà, évaluation. Ce qu'on voit, où c'est qu'on a des stats là-dessus? J'ai vu Alors on voit 312 que là. Aline elle bosse bien à 98%. Par contre, il y en a un peu feignant, quoi, hein. Et puis, bon, il y en a qui ont zappé, mais ils ont pas forcément trop été présents. Fabien, on a vu 40%. Voilà, tac, tac. Sylvain Vallès. Ah ben non, j'ai pas tout fait en fait, hein, je suis arrêté à 0% pour Samir. Voilà. Et oui, donc voilà, tout le monde regarde partout, pas tout, mais alors là aussi, c'est le principe, c'est que dans les évaluateurs, on accueille aussi des représentants des différentes communautés toulousaines. Quelqu'un qui vient du JUG, le Java User Group, si on lui demande d'évaluer un truc, une présentation sur du front-end JavaScript, ça va peut-être pas forcément lui parler. Donc là, chacun est libre de dire, bah ça, je me sens pas légitime. Donc on zappe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on a un panel d'avis et un panel de notes. Alors, si chose que je peux vous montrer, si on regarde un petit peu ce qui se passe sous le capot, donc on va revenir à DFS Toulouse, sur la partie évaluation. Donc les notes, alors on n'a pas encore commencé, mais la façon dont ça se passe, c'est que en gros, c'est un système avec des étoiles. Alors, ça va de 0,5 parce qu'il n'y a pas 0 jusqu'à 5. Donc on a essayé de faire un petit barème en disant 0,5 le plus bas, c'est ça a vraiment rien à faire dans cette conf, quoi, pour faire n'importe quoi, j'en veux pas, quoi. Donc là, c'est quasiment un veto, et quelqu'un qui mettrait cette note-là doit forcément justifier sa notation dans une zone de commentaires associée au vote. Après, on a des choses, voilà, pas intéressant, pas assez d'infos, il y a des trucs, je sais pas de quoi ça parle, ou c'est très vague. Après, ouais, c'est pas forcément mon truc, mais ça peut être intéressant. Et puis après,
je regarderai le talk en replay, voilà, et puis on va jusqu'à, j'irai voir le talk s'il y a de la place, et puis le coup de cœur. Alors il faut vraiment, moi je serai dans la salle, je pousse tout le monde, je veux absolument être là. Donc à utiliser avec parcimonie aussi, parce qu'on peut pas n'avoir que des coups de cœur. Et puis là encore, expliquer pourquoi vous donnez un coup de cœur, pourquoi vous voulez absolument qu'il y ait cette présentation-là. Donc tout ça en fait constitue une note. Donc ensuite, quand on fait les sélections, alors moi je sors un export dans un gros fichier Google Sheet qui nous permet de trier dans tous les sens. Et ce que je rajoute par rapport à simplement les notes moyennes, c'est que je fais aussi du calcul d'écart type. Parce qu'on a certaines présentations sur lesquelles les avis sont très partagés. Donc la première chose qu'on commence à faire, c'est regarder les propositions sur lesquelles l'écart type est important, parce que ça veut dire qu'elles méritent d'être débattues en fait. Hein, on a aussi bien des coups de cœur que des non, je veux surtout pas le voir. Pourquoi? Donc il faut comprendre. Donc les propositions avec un gros écart type, on les regarde en premier. Après, on décide peut-être de corriger un peu la note, etc., ou carrément de les éliminer. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a défini au niveau de la politique éditoriale, pour dire un mot un peu ampoulé de la conférence, en gros, combien de présentations on veut par catégorie. Sachant que les sujets du moment, on va dire comme l'IA, il y en aura peut-être un peu plus que, pardon Kevin, le développement mobile. Et donc on va avoir un peu un nombre de slots par thématique. Et de là ensuite on fait donc catégorie par catégorie, thématique par thématique, on va filtrer les propositions et en gros on dit il nous en faut 10 dans cette catégorie-là, tac, on place le seuil après avoir trié par score. Et après, on fait le dédoublonnage parce qu'on a beaucoup de sujets qui sont similaires. Et quand on trouve des sujets similaires qui se retrouvent sélectionnés, on dit non, il faut en choisir un. Donc, ce qui nous amène comme ça à aller chercher un peu plus loin, etc. Donc, en gros, le processus, il est comme ça. Donc, il y a une partie qui est liée à la notation et puis une partie qui est manuelle parce que on constitue un programme et c'est quelque chose qui est aussi le résultat d'une politique éditoriale. Des questions là-dessus? Ouais. Si on a un talk qui peut rentrer dans 2 ou 3 catégories, par exemple, on crée des jobs GitLab qui intègrent de l'IA. Est-ce que c'est le développeur expérience? Est-ce que c'est du DevOps? Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce qu'on soumet 3 fois un dans chaque type ou est-ce qu'il faut en choisir un et mettre une note en disant ça peut être aussi dans telle autre catégorie? Donc c'est une question très très pertinente. Alors déjà sur le nombre de soumissions. Donc déjà une proposition, on la soumet qu'une seule fois. Si tu la soumets plusieurs fois dans des catégories différentes, ça n'a pas d'intérêt en fait. D'ailleurs à ce sujet-là, on limite, je sais pas ce qui se passe au Capitole du Libre, mais à DevFest Toulouse, on limite à 3 propositions par speaker. Quand on a repris la conférence après l'arrêt Covid, on n'avait pas mis de limite et il y en a qui nous en ont proposé 8 qui étaient tout aussi nuls. Donc au moins le choix est vite fait, hein, mais bon, on se dit ça sert pas à grand chose, c'est du temps perdu. Donc on a limité à 3. Ensuite, pour répondre à ta question, autant nous, comité de sélection, on ne va pas intervenir sur la description parce que c'est la vôtre. Hein, on va pas faire de l'aide à la rédaction, sauf quand on est amené à faire en amont du mentorat ou des choses comme ça. Mais par contre, la catégorie, on se réserve le droit de la changer. Hein. Typiquement, je vous le montrerai tout à l'heure sur la partie un peu explication détaillée de la rédaction. Je vous montrerai une proposition où la personne nous a dit, je l'ai mis dans IA, mais je sais pas si ça allait peut-être pas plutôt dans DevOps. Voilà. Autant le sujet, il vous appartient, autant la catégorie, elle est plus à nous de définir dans quelle case on veut vous mettre par rapport justement à une politique éditoriale globale. Voilà. Ça répond à la question? Ouais. Ok. Alors, tac. On va regarder ça. En vue mobile, c'est mieux ou pas, là, tac, je sais pas. Allez, de toute façon, je vais vous. Donc cet article, enfin, je vais pas vous le lire, ça n'a aucun intérêt, mais par contre, on va parcourir les points intéressants. Je vous invite à aller le voir. Donc c'est sur le site de DevFest Toulouse. Alors, pour info, moi, je suis speaker. Hein, j'ai fait ma première conférence en mai 2000. En mai 2000, donc ça va faire 25 ans. Voilà.
Et je dois avoir pas loin de, je sais pas compter, mais 150 conférences à mon actif. Donc, je sais comment ça se passe. Je sais le stress avant. Je sais le shot d'adrénaline qu'on a pendant et le bonheur qu'on ressent après, avec l'envie de recommencer. Et puis le stress revient la fois d'après, etc. Donc c'est il y a 3 ans, je me suis dit bah DevFest. Qui c'est qui m'avait contacté à l'époque? C'était toi, Kevin, pour relancer DevFest. Donc je me suis dit bah tiens, on va passer de l'autre côté de la barrière. En tant que speaker, moi, je sais comment ça se passe comme speaker. J'ai été sélectionné un certain nombre de fois, donc voilà, je sais comment tout ça se passe. Et puis bah, de l'autre côté, ça m'a permis aussi d'apporter mon expérience de speaker sur la partie organisation. Donc en particulier. Sur la rédaction du CFP, moi, depuis longtemps, il m'est arrivé d'accompagner des gens que je connaissais ou que je connaissais moins sur leur rédaction. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand on regarde les propositions qui sont retenues dans les conférences, c'est-à-dire celles que vous voyez dans le programme, en gros, elles ont peu ou prou toujours la même structure. Donc, en fait, il y a une recette. Alors magique, elle n'est pas magique parce que l'appliquer vous garantit pas d'être sélectionné. Par contre, suivre ces différentes étapes, cette structure garantit que, en gros, à la fois les gens du CFP et aussi le public va d'une part être accroché. C'est une plaquette commerciale, faut pas l'oublier. Hein. D'une part être accroché et d'autre part comprendre ce que vous allez apporter, de ce dont vous allez parler. Donc voilà. Donc certains pourront dire que c'est un peu bizarre, mais la proposition de talk, c'est la plaquette commerciale de votre talk. Hein. En gros, il faut le vendre. C'est aussi bête que ça, il faut le vendre. Donc, les éléments, on les a vus, donc titre, description, le thème, catégorie, le format. Déjà, voilà, donc définir le sujet. De quoi allez-vous parler? Alors, des fois, on a envie de parler, mais on sait pas de quoi. Donc, bah, là, on peut discuter alentour. On a des vagues idées et il faut pas hésiter à aller demander à droite à gauche, voire même certains le balancent sur Twitter ou Blue Sky. Tiens, j'ai envie de parler de ça. Je suis pas sûr que ça intéresse du monde. Est-ce que ça vous intéresse? Et puis là, ouais, vas-y, machin. Hein, par exemple, donc il y a Dara ici présente là, qui avait dit ouais, Google Apps Script, est-ce que je ferai une conférence là-dessus? Ça intéressera jamais personne. Moi, j'ai fait top top. Moi, j'utilise. Je pense que c'est vachement sous-estimé. Vas-y quoi. Donc voilà, et puis ça s'est retrouvé à des fesses l'année dernière. Voilà, donc point important, c'est que c'est un sujet qui doit vous intéresser, vous enthousiasmer, parce qu'en gros, vous allez être sur scène. Hein. Donc il faut que vous ayez vraiment, vous soyez porteur de ce que vous allez dire. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous mangez et vous dormez avec le sujet que vous allez présenter, mais c'est un sujet qui doit vous parler en fait. Vous n'allez pas parler je sais pas, des droits de douane sur les îles peuplées de pingouins parce que, bon, ça c'est, ça a pas forcément trop d'intérêt, mais si c'est la techno que vous utilisez et qui vous fait kiffer, allez-y, quoi. Parce que vous devez être, comme je l'ai marqué là, être un conteur ou une conteuse. Donc on y reviendra, il y a le côté storytelling qu'il faut manier avec parcimonie. Il faut, alors, bien, entre guillemets, «connaître le sujet», parce que vous allez transmettre quelque chose, mais par contre, il n'est pas besoin d'être expert de niveau international. Alors, heu, par exemple, un retour d'expérience sur la façon dont vous avez découvert une technologie ou un produit, par exemple, et avec fait sa première mise en œuvre, peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que les gens dans l'audience, peut-être, vont découvrir la techno ou le produit en même temps que vous, et vous allez leur raconter finalement votre chemin dans la découverte et la maîtrise de cette techno. Hein, donc, c'est pas pour autant que vous êtes absolument expert. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut que vous ayez quelque chose à apporter à au moins la moitié de l'audience. Sinon, ça a pas d'intérêt. Point important, donc je l'ai dit ça, il est pas nécessaire de préparer avant d'envoyer les propositions, hein, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Par contre, vous devez avoir la structure en tête, hein. Donc après, le titre. Donc le titre doit être clair et poser la thématique. Donc on va voir concrètement ce que ça veut dire. Quand, moi je suis participant et que je balaye le programme, la seule chose que je vois au début, c'est les titres, hein. Je ne vais aller voir la description que si le titre m'intéresse. Donc, ça veut dire que il doit être ultra clair, hein. C'est vraiment là, on est à l'époque du TikTok, donc c'est le doom scroll sur le programme de la conférence. Vous avez en gros une demi-seconde d'attention pour attirer un participant qui va aller à votre conférence. Pour les reviews, vous avez un peu plus de temps parce que là, nous, on va quand même aller ouvrir, voir la description, etc. Et si déjà le titre nous fait tiquer, on va partir avec un mauvais a priori.
Donc, soyez prudents. Souvent, des gens se disent, ouais, je vais faire un jeu de mots histoire de faire cool, attirer l'œil, etc. Le jeu de mots pour moi, c'est un piège parce que le jeu de mots, il est toujours lié à un contexte. Vous connaissez ce contexte, la personne qui est en face le connaît pas forcément. Donc, ça peut tomber totalement à plat, voire même heurter certaines personnes parce que vous aurez voulu faire un jeu de mots qui sera mal interprété ou truc comme ça. Donc, on peut essayer de faire un petit peu d'humour, éviter le jeu de mots et éviter aussi les références contextuelles à des, je sais pas, des séries télé, des trucs comme ça. On en a eu où finalement on voit le truc, on dit mais on comprend pas. Voilà, parce qu'il y a une référence qu'on n'a pas. Voilà. Donc il faut être assez clair. Et alors là, après, on arrive sur la partie importante, la description. Donc, comme je vous disais, il y a souvent une structure similaire. Donc, le contexte. De quoi on va parler, pourquoi on en parle, est-ce qu'il y a un problème à résoudre, voilà. Ensuite, le sujet dont vous allez parler. Voilà, donc c'est commencer à introduire pourquoi est-ce que vous parlez de ça. Alors, ça concerne non seulement le contexte qui vous a amené à vous intéresser à ça, mais aussi, d'une certaine manière, votre légitimité. C'est-à-dire que vous dites, genre Xi là, qui disait, on a été une migration d'un ELT vers d'un ETL vers un ELT, donc c'est moi qui me suis chargé du projet, je viens vous expliquer comment ça s'est passé. Ah ouais, donc le gars, il a de l'expérience. Donc déjà, on se dit, il sait de quoi il parle. Et puis enfin, ce qu'on va raconter. Donc là, on va pas faire tout le plan, hein, faut pas que ça fasse des kilomètres, mais c'est voilà, introduire un petit peu ce que vous allez apporter à l'audience. Et enfin, petite conclusion, ce que vous espérez que les gens retireront de votre présentation. Alors, point super important, ne pas craindre les spoilers. Hein. On n'est pas sur la plaquette d'un film ou d'une série, etc., où on veut donner juste envie, mais il faut pas spoiler parce que sinon les gens ils vont pas venir regarder. Là, au contraire, mettez tout sur la table parce que les gens ils vont venir 45 minutes pour vous écouter. S'ils savent pas ce qui va se passer pendant ces 45 minutes, eh ben ils iront voir l'autre d'à côté où c'est plus clair. Hein, donc il faut pas se dire que on ne distille qu'un minimum d'informations. Au contraire, hein, il faut expliquer ce que vous allez dire et ce que l'audience va en retirer. Ce qui ne veut pas dire que vous réservez vos petites surprises sur des effets de présentation, des petites blagues, des machins, trucs comme ça. Ça vous appartient. Mais la description doit décrire ce qui va se passer. Les notes organisateurs, donc là j'en ai parlé un petit peu, donc c'est plus de détails sur vous et votre présentation. Voilà. Donc on détaille le plan, le positionnement. Est-ce que c'est plutôt un retour d'expérience, une découverte de techno, une comparaison d'outils, des choses comme ça. Si vous avez aussi des besoins particuliers pour la présentation, genre vous avez du hardware parce qu'il y a des petits boutons, machin, vous dites il me faut une table parce que voilà, si vous arrivez dans une salle où il y a un pupitre comme ça, ok, je les mets où mes trucs? Désolé, on n'avait pas prévu. Donc ça, il faut le mentionner. Il faut donner des références quand vous en avez. S'il a déjà été présenté, vous pouvez mettre un lien sur les slides, sur la vidéo. C'est pas parce qu'il a déjà été présenté qu'il va pas être pris. Hein. Ça, c'est un truc, moi j'ai mis longtemps à l'accepter en tant que speaker. C'est-à-dire que j'avais pas envie de refaire la même présentation que j'avais déjà fait ailleurs parce que je me disais, ouais, mais en fait, je l'ai déjà fait, ça y est, donne, c'est plié, on passe à la suite. Et puis surtout, les gens, ils peuvent aller le voir sur YouTube. Euh, les speakers ont tendance à vivre un petit peu dans un microcosme de speakers où on se suit et donc on voit les vidéos des uns des autres. Mais le public, lui, il passe pas sa vie à aller sur Twitter et Blue Sky et YouTube pour aller voir les conférences des autres. Donc c'est pas parce qu'une conférence a déjà été donnée que l'audience ne l'aura pas déjà vue. Voire même, peut-être qu'ils l'auront vu dans des recommandations YouTube, ils n'auront pas eu le temps de la regarder, mais ils se seront dit, ah tiens, ce machin-là, ça m'intéresse. Ah il passe à Toulouse, j'y vais. Donc voilà. Voilà. Et puis donc, important, ne pas avoir de référence n'est pas bloquant, hein, parce qu'on accepte aussi les primo speakers. Donc là, vous allez plutôt exprimer une expérience en tant que par rapport à la techno, peut-être exprimer votre envie, ce qui vous motive. Hein, ça c'est important, parce que nous, pour quelqu'un qui n'a jamais pris la parole en public, il faut aussi qu'on sente que vous avez envie. Hein, ça c'est. Et puis voilà. Alors des conférences comme DevFest, qui sont quand même des grosses conférences, on conseille d'aller vous entraîner dans les meet-up. Hein, les meet-up, c'est un excellent tremplin. On en a pas mal à Toulouse. L'intérêt d'un meet-up, c'est qu'il y a beaucoup moins d'enjeux que dans une conférence. Il y a moins de personnes en face de vous. C'est des gens qui souvent sont plus, comment on dit en français, bienveillantes, voilà.
Et surtout, si vous dépassez les 45 minutes, c'est pas grave. Hein, donc vous n'avez pas le chrono qui défile devant vous là. Si vous débordez ou au contraire si c'est plus court, c'est pas grave. Donc l'expérience dans les meet-up, elle est super intéressante parce que c'est vous savez, comme les pièces de théâtre là qui se rôdent en province. Voilà, avant d'aller dans les grandes salles parisiennes. Les meet-ups, c'est la même chose en fait. Hein. Vous pouvez commencer déjà à prendre de la bouteille en allant dans les meet-ups. C'est des environnements beaucoup plus sympathiques et bienveillants où il y a beaucoup moins de contraintes. Une fois que vous avez testé dans les meet-ups et que vous dites ah c'est cool, tiens, on voudrait bien passer à l'échelle supérieure, à ce moment-là, paf, bienvenue dans les grandes conférences. Des questions là-dessus avant qu'on passe à l'exemple concret? Ouais. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous avez prévu aussi d'expliquer comment participer à un meet-up en tant que speaker? Parce que c'est aussi intéressant en fait, je trouve. Ouais, alors là, nos représentants de meet-up pourront en parler, mais je pense que là aussi, enfin, il y a généralement pas de site de CFP, hormis le MTG, je crois. Où il est où, Thomas? Ouais, le MTG, il y a un CFP, donc voilà, c'est Sessionize aussi, pareil, où on peut venir proposer des trucs. Ça varie de CFP, enfin de meet-up en meet-up. C'est-à-dire que souvent, tu vas sur la page du meet-up, ils vont te dire pour proposer un talk, allez à tel endroit. Je sais qu'au Java User Group, par exemple, tu vas ouvrir une issue dans le repo GitHub. Euh, on est dev ou on n'est pas dev, hein, ça c'est voilà. Et donc ça change. Après, il y a toujours les noms des contacts des gens qui organisent les meet-up. Donc si tu as une idée, une envie, tu les contactes. Et en général, là par contre, on n'est pas à 15%, mais on est à beaucoup plus hein, comme sélection. Hein, Je me permets de rajouter un mot. En tant qu'organisateur, oui, effectivement, n'importe quel moyen est le bon. Le premier truc que tu trouves, un DM sur Twitter, un mail sur l'organisateur, un message par Meetup, faut pas hésiter. Les organisateurs n'attendent que ça, que des gens les contactent. Donc, il y a vraiment aucune barrière. Sachant que pour la petite histoire, le Covid a été un cataclysme pour les meet-up. Hein. Avant le Covid, on en avait plein. En gros, chaque semaine, il y en avait un ou deux et tout ça. Et ça a eu beaucoup de mal à repartir. On n'est pas encore, on est loin d'être revenu au régime de croisière qu'on avait avant le Covid. Et les meet-up souvent ont du mal à trouver des propositions. Donc, si vous avez envie de parler dans un meet-up, allez-y. Ils vont vous accueillir à bras ouverts. Hein. Et on voit même aussi d'ailleurs que maintenant, de plus en plus, comme nos métiers se sont complexifiés, avant on pouvait être un silo sur une techno. De plus en plus maintenant, les présentations qu'on a dans les différents meet-up, on va dire sont rattachées à un meet-up parce qu'il y a une thématique quand même qui est rattachée à la thématique du meet-up, mais déborde largement sur d'autres choses. Voire même des fois on fait des meet-up conjoints, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas. Et si vous vous trompez de meet-up entre guillemets, c'est pas grave, ils vous renverront vers l'autre. De toute façon, t'en parleras peut-être Thomas du Tech Hub. Oui. Ouais, je ferai un mot à la fin. Ouais, voilà, donc on est en train d'essayer de fédérer un petit peu tous les meet-up toulousains, histoire qu'on se parle plus qu'on l'a fait jusqu'à présent et que tout ça se structure et se synchronise et se coordonne en fait. Alors, si je suis trop bavard, vous me dites. Hein. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc pour rédiger l'article, je suis allé reprendre un talk qu'on avait sélectionné à DevFest l'année dernière, et puis je me suis dit tiens, je vais faire la petite revue de propositions sur l'article. Alors déjà, je lui ai demandé avant, hein, parce que je me suis dit le Rémi là, je vais décortiquer son truc en public, il va peut-être pas vouloir, mais bon, il a dit non quoi, vas-y. Donc voilà, donc, titre du GPU dans mes conteneurs. Alors, vous voyez le titre là, c'est pas un titre qui est froid et tout ça. Je disais voilà, il faut pas faire de jeu de mots, mais ça veut pas dire qu'il faut pas. On peut mettre du peps en fait. Hein, donc voilà, du GPU dans mes conteneurs. Alors moi je vois ça, je fais conteneur, ok, Docker, machin, etc. Du GPU. Ça y est, j'ai compris. Je sais de quoi on va parler. Des GPU, des conteneurs. Voilà. Donc ensuite il nous dit description. Après avoir validé le POC du dernier projet IA, à grands coups de requête vers OpenAI, la DSI met le holà, impossible d'envoyer des informations à l'entreprise d'un service tiers. Alors, là, c'est intéressant, c'est qu'il place un contexte. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à parler de ce sujet-là? Il y met un petit peu de storytelling, hein, histoire d'habiller un petit peu. Ça rend la lecture plus agréable, c'est pas forcément indispensable, mais là, ça va parce qu'il est léger. Hein. Donc, on va gérer nos LLM sur nos propres clusters Kubernetes.
Donc il dit voilà, là on décrit la problématique, donc on a placé un contexte, on décrit une problématique. Cela demande par contre d'avoir des GPU pour que ce soit performant, accessible. Mais alors comment ça marche? Et puis les GPU c'est cher, c'est rare. Comment les utiliser au mieux sans exposer les budgets? Donc là, contexte. Problématique, souveraineté ou au moins maîtrise des données, performance, coût. Hein. Voilà les sujets qui amènent à parler de cette présentation. Et ensuite, il finit en disant je vous propose alors de voir ensemble comment, grâce à l'opérateur NVIDIA GPU opérateur, on peut accéder, blablabla. Tac, tac, tac. Voilà, et comment les différents add-ons pour utiliser au mieux les ressources, le tout en mode pas à pas. Donc là, vous avez le menu. Hein, il spoil à fond, mais c'est bien parce qu'au moins, si vous avez déjà un petit peu étudié le sujet, vous voyez tiens Nvidia GPU opérateur, j'ai vu passer ça, ça va l'air intéressant. Bah tiens, je vais aller voir ce qu'il raconte là-dessus. Et puis il finit par après cette session, mes équipes de dev pourront enfin avoir du GPU dans leur conteneur. Donc là, il dit bah voilà, au final, vous repartirez avec un aperçu général et une connaissance qui vous permettra ensuite de démarrer ou au moins de savoir où aller chercher. Donc là, on a tout là. Hein, on a tout. On a un titre accrocheur, on a une description qui commence par un contexte. Quel est le sujet? Hein, pourquoi on en parle? Voilà. De quoi on va parler? Et puis conclusion. Ce qu'on voit aussi, c'est que la description va dans une technicité croissante. Hein, c'est-à-dire que j'accroche, j'explique le contexte, et puis je rentre dans le vif du sujet. Moi qui lis ça, peut-être qu'à un moment je vais me dire oh là c'est trop compliqué machin etc. Bon, je suis arrivé à la moitié, là je commence à être largué sur ce qu'il raconte. En fait, ça va pas m'intéresser, je passe à la suite. Mais il y a cette progression en fait. Hein. Et puis voilà. Donc dans les notes aux organisateurs, titre alternatif. Quand est-ce que tu mets du GPI dans mon conteneur, Kevin? Alors, moi, j'ai pas la ref. Comment? Ah, ben oui, c'est ça, d'accord, ouais, d'accord. Bah voilà, bah moi, j'avais pas la ref. Effectivement, maintenant que tu le dis, j'ai la ref et je me suis dit, mais est-ce que c'est pour Kevin encore, quoi, le pauvre Kevin, là, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il a tenu le GDG et le DevFest, il a relancé tout ça, et pourquoi est-ce qu'on lui en veut, quoi? Ça, c'est. Donc, alors déjà, le titre, ça vous appartient. Nous, on va pas jouer dessus, hein, parce qu'on n'a pas le temps de discuter sur est-ce que ce titre est meilleur que celui-là. D'autre part, celui-là, ben, on voit typiquement que il y a un trait d'humour, une référence. Pour moi, c'est tombé totalement à plat. Donc, je comprends même pas pourquoi, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, ce Kevin, et pourquoi, voilà. Et après, il nous dit, j'ai dit avec la track cloud infrastructure, vu que c'est lié très lié au GPU, plus que les notions d'IA. Donc là, on revient à ce que je disais, c'est que finalement, la catégorie est plus quelque chose qui nous appartient à nous, organisateurs, parce qu'on va vouloir comme ça harmoniser un petit peu le programme. Donc là, il a raison de dire, bah, j'ai hésité, parce que nous, derrière, on peut se réserver le droit de changer la catégorie. Et puis après, il nous dit sur un projet client, j'ai pu faire quelques expérimentations que je trouve judicieux de partager. Donc là, il nous explique sa légitimité. Hein. C'est pas parce qu'il a déjà fait un talk, etc. C'est parce qu'il a déjà creusé ce sujet-là au boulot. Donc en gros, il nous dit, je vais vous faire un retour d'expérience par rapport à quelque chose que moi j'ai fait au boulot. Voilà. Puis après, il nous dit, il y a beaucoup de sujets IA en ce moment, blabla, etc. Et puis à la fin, bonne sélection. Alors il y a des gens qui nous disent ah bon courage pour les revues, ah j'espère vous voir en novembre machin etc. Alors vous n'allez pas nous acheter avec ça, hein, ça c'est voilà. Mais il en faudra un peu plus. Non en fait non ça il faut rien du tout. Vous n'arriverez pas à nous acheter. Comment? Voilà. Donc lui il s'occupe des sponsoring, c'est pour ça le pognon c'est son truc. Hein, ça, donc ça sert à rien. Enfin ça sert à rien dans l'évaluation, mais par contre ça fait toujours plaisir. Voilà parce que c'est quand même du boulot d'organiser une conférence. Voilà, alors je reviens sur le storytelling. Il y a eu une tendance ces derniers temps où de plus en plus on a vu des conférences qui se transformaient en one man show, pièce de théâtre, son et lumière, tout ce qu'on veut. Et moi j'avoue qu'en tant que tech, ces choses-là me laissent un peu de frustration parce que effectivement on n'en prend pas les mirettes pendant 45 minutes. Ça clignote, il y a de l'histoire, il y a de la musique, machin, etc. Mais à la fin on presse. Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Donc le storytelling, c'est bien quand finalement, alors déjà quand c'est un retour d'expérience, le storytelling vous l'avez parce que c'est votre expérience que vous racontez. Donc déjà vous avez votre expérience et l'histoire. Si c'est plutôt une techno que vous proposez, ah oui, faut que je me dépêche. Si c'est une techno par exemple que vous voulez expliquer,
inventer une petite histoire autour de ça. Voilà, ça va faire constituer un fil rouge. Mais il faut pas aller nous inventer un nouvel épisode de Star Wars avec une mise en scène, machin, etc. Ça, ok, tout le monde va être là, waouh, c'est beau, machin. Oh là là, quel temps il a dû passer là-dessus. Et puis au final, pas grand-chose. Là, j'avais mis un petit lien sur Stéphane Trebel qui avait fait un talk sur les métallois. Donc là, on n'est pas vraiment dans la technique, plutôt dans la partie organisation, etc. Qui était super intéressant parce qu'il y racontait l'histoire d'une Laurie qui était au travail et qui rencontrait différentes situations dans le cadre professionnel, et il en extrayait une espèce des lois en fait génériques pour chacune des situations. Et c'était vraiment super bien fait. Voilà, dernier truc, avant de cliquer sur envoyer, relisez-vous. J'y vais pas, est-ce que je clique? Relisez-vous et surtout faites relire. Parce qu'on a eu des trucs où des gens nous ont envoyé des sujets, alors j'en parle plus bas, là vous lirez l'article. Un gars nous parle de RPA. Donc la RPA c'est l'avenir, pourquoi tout le monde n'est pas à l'RPA, etc. Il définit pas RPA. Donc désolé, alors lui c'est son truc manifestement, mais on sait pas ce que c'est. Donc faites-vous relire, c'est peut-être que quelqu'un... Comment? Donc ouais, c'est du robotic process automation, mais si on sait pas, on sait pas quoi. Hein. Donc nous on a vu ça, on s'est dit mais de quoi il nous parle? Alors, on a été googlé, on s'est dit tiens ça doit être, il doit parler de ça, mais bon écoute gars, si déjà t'as pas fait un effort pour te rendre accessible dans la proposition, on a des doutes sur la présentation. Donc voilà, ayez ça en tête. Hein, donc faites-vous relire, voir si déjà bon structurellement c'est compréhensible, et puis aussi si voilà si c'est accessible. Pas de proposition faite avec ChatGPT. On les verra parce que voilà, et là c'est élimination directe. Voilà. Et puis après pour finir, voilà, il y a quelqu'un qui nous, donc ça fait partie, c'est celui qui nous a fait 8 propositions toutes sur le même genre quoi. Titre: que se passe-t-il quand le passé rencontre l'avenir? Voilà. Que se passe-t-il quand Make rencontre Docker? Pas quoi, c'est voilà. Ou bien formulé autrement, quel est le résultat de l'union d'un outil de développement de plus de 50 ans avec un des plus modernes du marché? Tu vas parler de quoi là? Ou bien encore, que se produit-il quand un logiciel à la puissance totalement méconnue de la plupart des développeurs d'aujourd'hui est mis en œuvre à côté de l'un des plus connus? Donc en gros, pourquoi associer la belle à la bête? Mais la réponse à ces questions vous intéresse? Bah non. Vous voulez savoir s'il s'agit d'une comédie romantique ou d'un récit d'épouvante? Là, on est plutôt épouvante. Hein. Alors venez, j'ai les réponses à ces questions. Eh ben non. Voilà. Donc ça, c'est poubelle directe. Hein. Voilà. Et on en a eu 8 des comme ça, de la même personne. Hein. Voilà. Donc j'ai fini. Alors voilà, allez lire cet article. C'est Dara, elle est morte de rire là. Ça. J'espère que la personne qui a fait la proposition n'est pas dans cette salle, ou s'il me voit sur la vidéo, je suis absolument disposé pour en parler. Voilà. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter 2 primo speakers au DevFest qui ont présenté l'an dernier. Et je vais vous donner une petite anecdote sur les coulisses. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Tout simplement parce que moi-même, je suis devenue speakeuse au DevFest en prenant un verre avec des organisateurs du DevFest. Sans ça, j'aurais jamais soumis mon idée de conférence, parce que déjà, c'était juste un sujet dont on parlait autour d'une bière, c'était pas du tout un sujet de conférence. Et quand j'ai partagé ça lors de notre dernière réunion, on s'est dit, en fait, il faut qu'on encourage les gens à devenir speakers. Pourquoi pas faire un meet-up, devenir speaker? C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc, justement, on va un petit peu démystifier qu'est-ce qui fait qu'on devient à un moment non plus spectateur dans une conférence, mais où on veut être speaker et partager des choses. Donc pour ça, aujourd'hui, j'ai Dara et Xi. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter. Alors donc, bonjour, je m'appelle Dara, je suis développeuse Google Workspace, c'est-à-dire que je fais du low code et du no code, essentiellement, mais je suis une vraie développeuse quand même. Juste, je me suis spécialisée dans les outils, de Google Workspace et donc je suis devenue Google Developer Expert aussi, sans doute parce que j'avais besoin de reconnaissance, vu que je fais, du code sans vraiment que ce soit du code et
Je travaille dans une société qui s'appelle Paluma, qui vient tout juste d'être rachetée par un grand groupe qui s'appelle OnePoint. Excusez-moi, je bégaye un petit peu parce que je fais de l'anxiété sociale et vous êtes beaucoup. Et donc, le Devfest de Toulouse, là, en novembre, c'était mon premier talk public, parce qu'en vrai, j'en ai déjà donné avant, mais c'était chez mes clients, donc en général, c'est privé. Voilà, par exemple, j'ai donné des talks pendant 3 ans et demi chez Airbus. J'ai formé les salariés à développer leurs propres applis avec Google Apps Script, qui est l'outil low-code, et AppSheet, et AppSheet, qui est l'outil no-code de Google Workspace. La conf est encore disponible sur YouTube. Je vous invite à la visionner. C'est cool pour mon rôle de Google développeur expert. Ça me permet d'être renouvelé pour l'année prochaine. Et je passe le micro à Xi. Merci. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Xi Shen, je suis chinois là. Je travaille en tant qu'architecte chez Lyra. C'est plutôt, je suis pas l'architecte technique, du coup architecte de développement des applications web. Récemment, changé un peu vers la partie data. C'était tout bien mon sujet sorti de EDL. On parle de transition. Du coup, c'est totalement l'inverse. On a jeté codeless, on va vers un code full. Voilà. Du coup, c'est le sujet que j'ai proposé pour le Devfest là l'année dernière. C'est 2023, 24 normalement. Si j'ai pas rêvé. Pardon, je me suis trompée. Ouais, je suis encore en 2024 dans ma tête. Bon, c'est bon. Je vais laisser Sylvain corriger. Et du coup, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous auriez une anecdote à partager sur justement votre participation au Devfest, non pas 2023, mais 2024? Alors, moi, en fait, quand j'ai postulé pour le CFP, en fait, j'ai participé au Devfest de Toulouse de 2023 dans le public. Et je m'étais prise en photo sur la grande scène de l'amphithéâtre. Et je me trouvais vachement bien sur la photo. Je l'ai posté sur LinkedIn et j'ai écrit un jour, je serai speaker, moi aussi, au Devfest de Toulouse. Et le CFP s'est ouvert. Je me suis dit, tiens, il y a un sujet, enfin, il y a une catégorie low-code, no-code, je la vois nulle part ailleurs, dans aucun autre Devfest, aucun autre. Il y a 0 CFP qui propose cette catégorie. Donc, du coup, je me suis dit, mais c'est ma chance! Allons-y! Et donc, du coup, je me suis dit, bah, autant capitaliser sur tous les talks que j'ai donnés chez Airbus et faisons un titre percutant, et je vais présenter et l'outil low-code et l'outil no-code, et le sujet a été choisi. Voilà. Et j'en revenais pas parce que j'ai proposé je sais pas combien de CFP et j'ai un ratio de un CFP accepté pour tous les autres que j'ai que j'ai proposé. Voilà. Et toi, Xi, quelle anecdote Pour moi, c'est un peu spécial. En fait, j'ai proposé le sujet. J'étais au début dans la liste d'attente, en fait. Et puis, c'est juste que 2 semaines avant, le jour J, qu'on m'a contacté, comme quoi il y a une place qui est libérée, qu'on me demande est-ce que je suis toujours positive pour participer. Du coup, c'est un vrai challenge. Comme dit, au début, c'était refusé. J'ai quand même eu premier message comme quoi c'est dans la liste d'attente. Deuxième, comme quoi c'est fermé, donc tout est pris, peut-être pour la prochaine fois. 2 semaines avant, j'ai reçu un autre mail comme quoi, il y a ça va? Bon. Tout va bien. Tout va bien. 2 semaines avant, j'ai un autre mail qui arrive, qui me dit: finalement, il y a une place disponible. Est-ce que je suis toujours motivé pour y aller?» Je vous rappelle, c'est vraiment ma première conférence. Enfin, ça sera ma première conférence, donc ça m'a vraiment fait hésiter au début. Finalement, on me dit: c'est la chance, quoi. C'est l'opportunité aussi. Il faut saisir. Sinon, tu sais pas si la prochaine, il y aura le revisé ou pas. Ça va être compliqué, quoi. J'ai tenté. Après, c'est un projet que j'ai leadé, une sorte de transformation, de migration d'une grosse solution chez Lyra vers un autre type de solution totalement différente, vers cloud en plus. C'est vraiment un projet que je tiens à cœur et j'ai vraiment une grande envie de partager. Du coup, c'est ça qui m'a poussé d'aller vers la conférence, quoi, ce côté-là. Voilà. Donner mon point de vue là-dessus. Ouais. Vas-y, silence. Voilà, donc en gros, c'est ma faute. Parce que 15 jours avant la conférence, on a un speaker qui avait été sélectionné qui nous envoie un mail en disant: je suis désolé, mais pour des impératifs professionnels, je dois annuler. La personne me dit: je suis écœuré, mais je dois annuler. Donc bon, faut faire avec, hein. Donc on va repiocher dans le CFP, dans les bonnes notes, les gens qui étaient dans la liste d'attente, et on va repêcher quelque chose qui nous semblait intéressant, qui était bien noté, etc. J'envoie le mail.
Donc on discute, voilà, ce sujet-là est intéressant. J'envoie le mail pour dire est-ce que ça te dit d'intervenir. Il y a que 15 jours, tu as le droit de refuser, quoi. Hein, ça c'est. Et puis après, je reviens sur ton profil, quoi. Je me dis, ouh, c'est un primo speaker. Qu'est-ce qu'on lui a fait là? 15 jours avant 15 jours avant la conférence, on lui dit eh oh, t'es sélectionné, quoi. Et là, je me dis qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Et donc je lui ai proposé de l'accompagner Oui. pour D'ailleurs, ouais. pour préparer le talk. Voilà. Donc on a passé deux après-midi ensemble, et puis et il s'est débrouillé de manière absolument fantastique. Voilà. Oui, merci. En tout cas, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'aide de côté Sylvain pour m'aider pour construire, faire la répétition, pour bien gérer la présentation, quoi. Voilà. Et après, une petite chose, c'est pendant la présentation quand même, à la fin, j'ai eu des réponses. Il y a eu une réponse, je retiens toujours, j'ai pas bien répondu. J'étais tellement dans mon sujet qu'on parle de traitement en patch, sauf que la personne qui a posé des questions, qui est orientée sur un traitement événementiel, qui n'est pas correct dans mon sujet. Finalement, j'ai répondu pas totalement correctement par rapport à ce qu'il a entendu. Donc ça me tient, du coup, à la fin, après la presse, là, je l'ai retrouvé pendant on mange, je le prends le café, on a rediscuté un peu. Finalement, c'est bien parlé. Donc, en gros, une fois qu'on présente quelque chose, il faut préparer, c'est en tout ce que tu veux présenter, mais les questions, on ne pourra jamais anticiper, je pense. Mais c'est pas grave, en tout cas, quand je vois il y a 120 personnes dans la salle qui t'écoutent sur le sujet, qui est concentré, à la fin, je suis très très content, quoi. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui n'a jamais été conférencier ou conférencière et qui souhaite soumettre une conférence à un des événements toulousains? Alors moi, je dirais comme conseillé précédemment par Sylvain, d'abord, faites des meet-up. Ça vous permet déjà de rencontrer la communauté de dev de Toulouse, pour commencer. Elle est assez bienveillante. Enfin, je suis jamais tombée sur, quelqu'un de méchant. Pourtant, je suis une fille dev. Donc une cible super facile. Mais franchement, la communauté dev de Toulouse, elle est, hyper bienveillante et hyper accueillante. Donc ouais, d'abord, faites des meet-up et parlez avec des gens sur LinkedIn, réseautez un petit peu. Réseautez avec des gens qui sont déjà speakers, demandez-leur des conseils. Voilà, moi, j'ai une idée, mais je sais pas trop comment la présenter. Comment je pourrais mettre mon abstract, histoire que ce soit percutant, histoire que ce soit sélectionné, quoi. Voilà, parler avec d'autres speakers. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, hein. Je me suis rapproché de d'autres speakers. Bon, comme je suis GDE, je me suis rapproché d'autres GDE aussi. Donc, voilà, faut en fait juste réseauter beaucoup et demander conseil aux gens qui ont l'expérience, quoi. Et ensuite, lancez-vous. Faites le plus de propositions de CFP possible. Il y en a bien un qui va être sélectionné un jour. Moi, ça a marché. Et toi, Xi, quel serait ton conseil? Je dirais, comme disait Sylvain, il faut que ce soit vraiment un sujet où vous tenez à cœur et que c'est là que vous allez présenter, c'est là que vous allez amener votre enthousiasme, ambition, on va dire, émotion aussi, quelque part. Et du coup, j'ai pas passé cette phase j'ai pas eu beaucoup de présentations dans le meetup, tout ça. Je suis directement arrivé à Terfest pour le coup. C'était une grosse pression au début aussi. Et après, franchement, l'ambiance, enfin tout ce qui s'est passé, je suis très très content. Je trouve que c'est super bien passé. Je trouve que c'est génial que dans une salle, il y a 120 personnes qui est venue parce que le sujet que tu as proposé, tout le monde a en fait. Ce qui est différent par rapport aux autres types de présentations, c'est que ton sujet, description est bien publié pendant déjà depuis longtemps. Les gens sont venus dans la salle, c'est les gens qui sont intéressés. Vous avez vu aussi, entendu, les critères de sélection par rapport au sujet. Donc, si votre sujet est sélectionné, c'est parce que vous allez attirer du monde. Les mondes attirés, quand ils rentrent dans la salle, c'est qu'ils s'intéressent au sujet. Donc, vous allez vraiment créer une sorte d'échange avec les personnes qui attirent sur le sujet. Ça va vraiment ouvrir beaucoup de conversations derrière. Donc, c'est une expérience très, très intéressante. On n'a pas besoin d'avoir peur, juste bien préparer le sujet, le contenu pour soumettre à la CFP là, et après bien organiser le discours par la suite. Et voilà, y aller. Il y a rien, pas besoin d'avoir peur quoi. L'ambiance était nickel, quoi. Je voudrais rajouter que l'équipe du DevFest Toulouse est vraiment super bienveillante. Merci Kevin qui m'a déstressé à fond le jour de ma conf parce que j'avais la salle l'hémicycle et on m'avait dit c'est 150 places. 150 places, j'étais waouh. Je vous ai dit, je fais de l'anxiété sociale.
Et donc, ma plus grande panique, c'était qu'en fait, mon sujet n'intéresse personne et que la salle soit vide, complètement vide. Et donc, genre, 10-20 minutes avant la session, j'ai monté, descendu des escaliers pour l'adrénaline. Et ensuite, quand je suis entrée dans la salle, on a commencé à m'installer le micro et tout. Voilà, je me suis sentie comme Madonna avant un concert. Et donc pendant qu'on me mettait le micro, j'ai vu la salle se remplir. Et là, le stress, il est parti direct. Je me suis dit: «Mon sujet, il intéresse des gens, c'est génial». Donc franchement, super bonne expérience. Je vous recommande. Allez-y, postez un CFP, postulez, essayez. Et le DevFest, de Toulouse, l'équipe est vraiment super bienveillante, donc vous avez aucun risque, enfin que de la chance, en fait, à essayer. Voilà. J'ai une dernière question pour vous. Il y a quelque chose que je vous ai caché. Je suis venue voir vos conférences à tous les 2, lors du dernier DevFest et je les ai beaucoup aimées. Donc merci pour ça. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez préparé votre CFP? Alors, le CFP, oui, moi je l'ai préparé. Pour cette année-là? Ah là! Là. Alors Est-ce que vous l'avez préparé? Alors, je suis obligée de dire que sur Blue Sky, j'ai fait, un post en me disant: «Personne me lit de toute façon». Mais non, j'ai Sylvain dans mes followers. Et donc j'ai dit, j'ai aussi Julien, donc parce que Julien, l'autre jour, on a eu une conversation. En fait, on parle et sur LinkedIn et sur Blue Sky. Et sur LinkedIn, j'ai fait un long post où je disais, «Oui, jamais personne s'intéresse au low-code et au no-code, c'est relou, moi je sais jamais, où est-ce que je peux déposer mon CFP, parce que, je trouve jamais la catégorie nulle part». Et Julien, il dit: «Eh beh, moi j'ai insisté pour qu'elle y soit au DevFest de Toulouse». Donc je lui disais: «Bah, mille merci. Heureusement, grâce à toi, au moins, j'ai au moins fait une conférence». Et du coup, il a dit: «Et même que j'aimerais bien que quelqu'un fasse un sujet pour montrer aux développeurs que c'est super intéressant». Et j'ai réfléchi à tout ça et puis, j'étais sous la douche et je me suis dit: «En fait, il y aurait un super sujet à faire, effectivement, montrer aux développeurs que le low-code et le no-code, ça peut leur faire gagner du temps. Donc il faudrait, pour ça, leur faire une démo, en fait, 3 fois la même appli». Parce que là, ma dernière conf, c'était 2 fois la même appli. Une fois avec le low-code, une fois avec le no-code. Et là, en fait, si je fais 3 fois la même appli, une fois avec le low-code, une fois avec le no-code et une fois avec du vrai code, de vrai code de développeur, donc là, j'aurais choisi, Go, parce que ça m'intéresse depuis longtemps. Et après avec déploiement avec GCP et tout. Et j'ai écrit ça sur Blue Sky en me disant: «Personne me lit, je m'en fous, je le poste» et puis voilà. Et en fait, ils ont tous commencé à liker. Et j'étais là: «Mais arrêtez de liker parce que je vais me sentir obligée de proposer le CFP du coup». Et donc, je sais pas, je vais peut-être le proposer. Faut voir. Super. Oui, c'est aussi en fait, des fois, je poste les trucs en me disant: «Au moins, je serai forcée de le faire». Donc maintenant que je vous l'ai dit, je vais le proposer. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais, faire, mais je sais pas développer en Go! Je sais pas développer en Go. J'ai pas, là, C'est une bonne occasion d'apprendre. Voilà, il va me falloir du temps. Il y a juste mon mec, quand je lui en ai parlé, il m'a dit: «Tu vas être infernal avec nous les jours précédents». Il faudra faire avec. C'est normal. Alors, de mon côté, j'ai bien envie de proposer un sujet. Voilà, on a quelque chose qui est en train de concrétiser un peu plus. Donc, voilà, c'est dans l'idée. Par contre, Super. Bon, voilà. L'idée, c'est toujours continuer de notion de Tatala. Donc, sauf que l'aventure chez l'IA, ça continue. Du coup, on a commencé par parler de IA, de données comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant dans notre scope. Donc, voilà, c'est en train de préparer. Bon, vous avez un peu de teasing. Peut-être qu'en novembre, vous pourrez aller voir Xi ou Dara. Je croise les doigts pour la sélection. Merci pour vos témoignages. J'espère que ça vous a intéressé et motivé à soumettre une conférence. Et attendez, moi, j'ai juste un truc à dire aussi. Virginie, elle a fait le Devox il y a pas longtemps. Faut qu'on en parle. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, hein, il y a pas beaucoup de femmes speakers. Sylvain aussi. Et Oui, j'en ai vu d'autres. Sylvain aussi, mais Sylvain, t'en as fait 150. Voilà, on sait. J'ai fait un all-in. J'ai tenté. Et c'est passé. Le Devox, c'est quand même une conf hyper réputée, difficile et tout. Ma conférence a été refusée
dans 5 autres conférences et elle a été acceptée au Devox. Donc j'ai une acceptation sur 6. Moi, je Voilà. dis admiration totale Bah, pour le Devox, quoi. J'étais comme Dara, hein, j'étais du genre à me prendre en photo devant la scène du Devox en me disant ouais, si un jour je parle à cette conférence, ça sera super. Et puis en fait, c'est arrivé. Faut essayer. Faut que j'aille me prendre en photo là-bas, en fait. Qui ne tente rien n'a rien, je dirais. Bah, merci Dara pour ce petit clin d'œil. Je vais vous parler, j'ai parlé de beaucoup des communautés, mais j'en ai pas encore parlé assez, je pense. Donc du coup, je vais vous parler d'un petit site qu'on a monté pour... Ouais, si tu l'as... D'un petit site qu'on a... Toulouse-tech-hub.fr. Voilà, c'est un petit site qu'on a monté pour relayer en fait tous les meet-ups qui se passent sur Toulouse et qui ont bien voulu partager leur agenda. Donc il y a les 4 conférences, il y a toutes les communautés actives. Je sais qu'il y a il y a Fabien qui est là qui s'occupe de la partie Ruby du meet-up Ruby. Donc il y en a plein. Voilà, pour vous dire que des meet-ups sur lesquels proposer des talks, il y en a un paquet. Donc n'hésitez pas à aller sur les pages. Voilà, si vous retenez finalement cette adresse, alors on n'est pas encore indexé sur Google parce que j'ai oublié de le faire. Mais voilà, donc c'est pas très compliqué à retenir, donc n'hésitez pas. Et comme ça, vous pouvez venir dessus et tous les événements, le calendrier, l'agenda des prochains meet-ups se met automatiquement. Ouais. De quoi? C'est automatique. Ah non, ah ouais, alors non. Il y a un petit, il y a un petit schedule. Ah oui, désolé, ce sera pas du live. Ah non, j'ai gâché l'effet. Voilà, il y a un format ICAL et tout ça. Enfin, c'est open source, c'est fait sur du Jekyll. Voilà, dédicace, dédicace aux rubistes là-bas. Tout simple. Donc, si vous voulez proposer des talks, il y a aussi, enfin, ou vos communes ou proposer des événements. Je sais que voilà, Sébastien le fait, etc. Faut pas hésiter à participer, à donner des infos.